J'ai moi aussi longtemps pensé que pour faire du bon marketing, il fallait faire des campagnes Google Ads, participer aux tops événements du marché, envoyer un maximum de mails à mes prospects, enfin tout ce qu'on nous répète partout. Je croyais que c'était simplement ça le marketing. À vrai dire, j'aurais bien aimé découvrir beaucoup plus tôt les 7 leviers que je vais te partager dans cette vidéo parce que ils sont complètement game changer, ils sont complètement sous-cotés. Et je ne comprends pas pourquoi pas plus de monde les utilise. Ces différents leviers, je les ai découverts, au fur et à mesure, de mon expérience, en faisant pas mal de tests, pas mal d'apprentissage, en faisant pas mal d'erreurs aussi, hein, on va pas se mentir. Et justement, c'est, ce que j'ai condensé dans cette vidéo. Je vais te partager concrètement ce que c'est, comment le mettre en place, les erreurs à éviter et des exemples pour que tu puisses toi aussi l'implémenter dans ta stratégie marketing. Je sais d'expérience qu'une entreprise qui mettra en place au moins un de ces 7 leviers va définitivement être en position de force par rapport à sa concurrence. Tu vas pouvoir augmenter ton ROI marketing et ça sans forcément avoir un énorme budget. Hello, moi c'est Juliette Hervé, je suis consultante, conférencière et créatrice de contenu autour de la performance marketing. Depuis 10 ans, je me passionne pour tout ce qui touche de près ou de loin au marketing, mais ici je partage surtout mes apprentissages, mes routines, mes process, mes outils, mes stratégies qui permettent de structurer un marketing réellement performant et héroïste, ça sans se cramer. Et tout ça, je le fais de manière ultra pragmatique et sans langue de bois. Ok, le premier levier dont je veux te parler, c'est les stratégies all-bound. Concrètement, all-bound, c'est le fait de combiner et d'obtenir toute la puissance d'une stratégie inbound et outbound. Donc, concrètement, ce que tu vas faire, c'est réellement faire travailler tes commerciaux et ton marketing ensemble. Tu vas prendre vraiment tous les éléments marketing, tu vas observer ton funnel, ton cycle de vente pour chacun de tes personas. Et là, tu vas appliquer donc cette stratégie all-bound. À certains endroits, tu vas envoyer des contenus marketing. Par exemple, au Tofu, tu vas créer du contenu sur les réseaux sociaux qui vont attirer des gens, par exemple, pour télécharger un livre blanc. Au moment où la personne télécharge le livre blanc, pourquoi pas intégrer un commercial à ce moment-là qui va pouvoir recontacter en disant « Ah, vous avez téléchargé tel livre blanc, peut-être que vous avez telle thématique. » Et en fait, c'est vraiment de travailler en bonne intelligence, en collaboration tous ensemble pour pouvoir avoir les bons touchpoints en fonction du niveau de maturité de ton prospect dans ton funnel. Le fait de développer une stratégie all-bound, ça va réellement être puissant et augmenter ta performance. Ça va pas être très compliqué, ça nécessite pas de budget supplémentaire. Ce que ça va demander par contre, c'est un réel alignement entre l'équipe commerciale et marketing et la co-construction de ce funnel par persona pour vraiment t'assurer de ne pas avoir de trous dans la raquette et déclencher les bons éléments au bon moment pour t'assurer que ça matche avec l'intent de ton persona, de ton prospect à ce moment-là. Et ça, tu vas l'obtenir en échangeant avec tes commerciaux. Je prévois sur cette chaîne une vidéo d'ailleurs autour de l'alignement sales et marketing. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est une vidéo qui t'intéresse, comme ça je pourrais la prioriser dans mon calendrier éditorial. En termes de résultats, si je te parle de ce premier levier, et si pour moi c'est l'un des plus importants, c'est déjà qu'il coûte rien. Tu as déjà tous les assets avec toi et donc tu vas pouvoir dès à présent changer ton fusil d'épaule, arrêter de faire la tactique commerciale d'un côté et la tactique marketing de l'autre. C'est vraiment une collaboration et une co-création de la stratégie d'acquisition, conversion et rétention de tes prospects et clients. Et aussi, ça aura un réel impact sur les résultats que tu vas obtenir. Ça va réellement augmenter tes taux de conversion à chaque étape de ton funnel, donc entre lead, MQL, SQL, opportunité client. Tu vas voir directement, au bout de quelques mois en mettant en place ces éléments, tu vas voir une augmentation significative de tes résultats en termes de taux de conversion. Ça va être drastique. Deuxième gros avantage en termes de résultats et de performance, on observe en fait une réelle diminution de la vélocité. Ce que je veux dire par là, c'est que le cycle de vente est de plus en plus court du fait d'inclure les bonnes personnes au bon moment. Et donc, tu sais, en inbound, on parle de le bon contenu au bon moment à la bonne personne. L'allbound, en fait, on rajoute à cette brique-là une brique avec le bon intent, la bonne intention. Donc, et la bonne personne en face.
Il y a des moments où c'est mieux que ce soit les commerciaux qui traitent en direct avec la personne parce qu'ils ont plus d'expertise et plus ce vocabulaire commercial qui va séduire à ce moment-là. Et c'est plus important à certains moments justement que ce ne soit pas les sales qui nurturent le lead, mais que ce soit le marketing qui pousse le bon webinar, le bon e-book, le bon témoignage client, etc. etc. Je te mets ici plusieurs exemples. Ça, c'est les exemples. Plusieurs exemples de funnel all-bound, de stratégie all-bound. Ça, par exemple, c'est ma stratégie à moi de solopreneur. Donc, c'est très simple. Ça montre bien où est-ce que je vais pouvoir mettre du marketing et plus une approche commerciale dans mon cycle de vente. Tu peux aussi aller sur quelque chose d'un petit peu plus complexe. Par exemple, ça, c'était la stratégie all-bound de Faro qui avait été partagée par son Head of Growth dans un webinar qu'on avait co-créé. D'ailleurs, je te mets dans la description le lien du replay. Et je te le mets là aussi. Si tu veux aller voir ça et regarder le replay, on en avait fait tout un très long contenu autour de l'all-bound. C'est un de mes sujets de prédilection. Donc, tu pourras encore plus creuser le sujet. Et si tu veux, ne prends pas peur. Mais ça, c'était mon funnel et ma stratégie all-bound quand j'étais en charge du marketing France chez Spendesk. Alors, ça fait un peu flipper comme ça, mais je te jure que ça va. C'est pas si terrible. C'est juste très, très, très personnalisé, très détaillé en fonction du persona, de la taille de la boîte, etc., etc. Mais ça, moi, ça me fait vibrer à un niveau, c'est incroyable. Quand on peut mettre en place ça, les résultats étaient juste dingos. Pour te dire, grâce à ce funnel-là, grâce à cette stratégie all-bound, j'arrivais à avoir des résultats malgré des potentielles baisses de budget et une hausse des objectifs. Je continuais à toucher entre 90 et 120% de mes objectifs tous les mois. Donc pour te dire que c'est extrêmement puissant, et j'étais toujours solo pendant 4 ans à développer le marketing France. Donc ça prend un peu de temps de développer tout ça. Je te dis pas qu'il faut que tu aies ça demain, mais c'est ultra puissant, et même si tu es solo à tout gérer, ça te donne des résultats de ma boule. Ok, deuxième levier dont je voulais te parler. J'ai parlé en introduction des événements. Alors, souvent on te dit il faut absolument faire Vivatech, il faut absolument faire tel congrès de ton métier, du persona que tu traites. Oui, mais, hear me out, il est bien plus efficace et bien plus rentable quand on parle ROI purement et simplement de privilégier des événements de niche. Alors, c'est hyper important. Ça, pareil, je pourrais te faire une vidéo autour de la stratégie événementielle, et je peux te partager d'ailleurs en commentaire, si tu le souhaites, une checklist de priorisation et de plan d'action pour réussir tes événements. Mais je m'égare. Ce qui va être important, en fait, c'est que tu vas beaucoup mieux dépenser ton temps et ton argent sur des événements qui auront 50 participants ultra qualifiés versus un énorme événement avec des milliers de visiteurs, mais où tu n'es qu'une petite goutte d'eau dans un océan de grosses boîtes qui ont des énormes budgets. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que ces événements de niche ont l'air un peu chers, mais finalement le retour sur investissement est tellement énorme que c'est assez facile d'aller défendre ça, par exemple, auprès de ton CEO ou auprès du directeur financier. L'idée, c'est vraiment de viser moins, mais mieux. C'est aussi parce que quand on parle de grands événements, on se dit, OK, il faut que je prenne le stand. Mais un stand, ça coûte cher, il faut le designer, il faut les goodies et il faut les personnes qui animent. Et il faut réussir à avoir assez de monde qui vient sur ton stand. Donc le budget, il est juste insane. Versus un plus petit événement plus niche. Pour te donner des exemples, des événements plus niches auxquels j'ai participé ou fait participer des clients, ça va être des dîners, par exemple, avec le concept un petit peu de speed meeting. Donc il y a des réseaux en fait de professionnels, par exemple, si ton persona est un professionnel type, il y a des dîners qui te permettent en fait de organiser par ces réseaux-là, où toi, en tant que prestataire, on va dire, de service ou de produit, tu vas en fait être mis à une table, et à chaque plat, en fait, tu changes de table, et ce qui te permet de
rencontrer en fait tous les gens qui sont à ta table et donc de faire ta prospection en live. Ça, par exemple, c'est un premier événement type de niche qui fonctionne très très bien, qui coûte un peu cher, mais en fait, tu parles vraiment de manière qualitative avec des personnes, sachant qu'en amont, tu peux récupérer aussi qui tu vas avoir à ta table, etc. Donc, c'est ultra, ultra quali. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est les événements type journée de conférence. Alors ça, c'est pas mal parce que tu vas pouvoir créer en fait une conférence, évidemment, à un titre un peu subtil, un peu putaclic comme on aime, mais l'idée c'est vraiment que tu apportes de la valeur et que montrer par la valeur que tu apportes, en trouvant une thématique qui est ultra proche de ce que tu fais avec ta boîte, mais pas trop direct, tu fais pas une démo. Ça marche très 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 bien. Encore une fois, je ferai une vidéo dédiée sur les événements dans un second temps, mais ça, pépite. En tout cas, si tu vas sur des événements de niche, en beaucoup plus petit comité, tu vas avoir des résultats beaucoup plus rapides aussi. Parce que les gens vont se souvenir de toi, vont se souvenir de ton entreprise, de ton produit, de ton service. Donc ce qui est très important, je l'ai un petit peu évoqué, mais c'est surtout, 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 arrête de faire des événements sans un plan d'action ultra précis, sans une stratégie avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement. À la caméra, je pense que c'est de l'autre côté qu'il faut que je le fasse, donc je vais le refaire de l'autre côté pour que ça fasse avant l'événement, pendant l'événement, après l'événement. Je suis encore dans les débuts de YouTube, hein, donc bien montrer les bons endroits. Va falloir que je me note des petits trucs. Ça c'est gauche et ça c'est droite. Alright. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo à ce sujet de comment bien réussir ces événements. Et je te mets en description ma checklist pour bien la réussir. Déjà, tu auras ce document-là et j'en ferai une vidéo dans un second temps. Troisième levier, le co-marketing. Mais qu'est-ce que le co-marketing, me diras-tu? Eh bien, le co-marketing, comme son nom l'indique, c'est du marketing en collaboration. En collaboration, évidemment, avec des partenaires qui ont un sens. C'est-à-dire, moi, comment je choisis les partenaires avec qui je vais faire du co-marketing? Il y a deux manières de faire. Soit tu choisis quelqu'un, on s'entend une entreprise, qui a une audience similaire à la tienne. Ou alors, une entreprise qui a un produit ou un service complémentaire au tien. Je m'explique. Par exemple, quand j'étais chez Spendesk, on faisait pas mal de contenu en co-marketing avec des entreprises. On avait par exemple fait un webinar avec un cabinet d'experts comptables. Spendesk était une solution qui aidait les experts comptables à mieux gérer toutes les dépenses professionnelles de l'entreprise, les notes de frais, les factures, etc. Le fait de faire ça avec un cabinet d'experts comptables nous a permis de créer vraiment un guide, une ressource, il me semble que c'était un format webinar, sur les choses à savoir pour bien clôturer son année comptable, je ne sais plus en quelle année on l'a fait. Donc on a pu créer avec des experts comptables donc qui avaient toutes les assets vraiment et toutes les expertises à partager, plus nous ce qu'on voyait avec nos clients, tout en immisçant à certains endroits Spendesk, pourquoi c'est super top, génial. Et on a pu vraiment doubler en fait la visibilité parce qu'on a fait la communication de notre côté, ils ont fait leur communication aussi auprès de leur base de données. Donc on a eu énormément de participants, ce qui nous a aussi permis de diviser le prix par deux, parce qu'on était deux à faire les efforts et à créer le contenu. Donc c'est vraiment c'est complètement win-win dans de faire du co-marketing. C'est vraiment utiliser la force de chacun pour toucher une audience plus large et pour convertir plus. Nous, on a pu leur envoyer des prospects, ils ont pu nous en envoyer aussi. Tout le monde est gagnant. Ce qui va être très important aussi pour s'assurer que le co-marketing marche bien, ça va être de cadrer la collaboration, de bien structurer cette collaboration, de bien définir les rôles de chacun, le plan d'action, etc. Je mets dans la description également un template que j'utilisais quand j'étais chez Spendesk
pour justement aller chercher des partenaires pour faire du co-marketing. Je te mets un template que tu vas pouvoir aussi personnaliser pour toi. Euh, Tu vas voir que en co-marketing, tu peux proposer plein de choses. Tu peux proposer, comme je te disais, un webinar, tu peux co-créer un e-book, tu peux co-créer un événement, tu peux co-créer une newsletter, tu peux faire un article de blog invité, tu peux faire une stratégie simplement de netlinking, donc d'échange de liens sur vos sites internet respectifs. Euh, on peut imaginer que il y a des posts sur les réseaux sociaux et une sorte de hacking du compte de réseaux sociaux, réseau social, si je parle de la France, de l'un et de l'autre. Enfin, il y a plein de choses qui sont envisageables. Ça ne coûte rien, mis à part du temps. Euh, et d'ailleurs, si tu as un petit peu de budget pour bosser sur une sorte de partenariat, je vais te parler du quatrième levier. La micro-influence, c'est aussi un levier extrêmement intéressant si tu as un petit peu de budget à mettre. Pourquoi je parle de micro-influence et pas d'influence? Parce que justement, je veux vraiment faire cette différence entre le fait de travailler avec un énorme influenceur qui a des centaines de milliers d'abonnés versus un influenceur qui a une plus petite audience, mais qui du coup va avoir une audience beaucoup plus engagée et beaucoup plus qualifiée, beaucoup plus précise. Et c'est ça qu'on va aller chercher. D'après une étude de Trendio, l'engagement des micro-influenceurs versus les influenceurs plus gros, l'engagement est entre 7 et 20% supérieur quand ils font la promotion d'un produit ou d'un service auprès de leur audience. C'est en ça que ça va être extrêmement important d'aller bien identifier les micro-influenceurs dans ta niche qui vont avoir le plus d'impact auprès de ta cible. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est tes recherches, toi, taper tes mots-clés en hashtag sur les réseaux sociaux et identifier qui sont les top personnes qui parlent de ces sujets-là. Ce que je te conseille de faire également, et ça c'est autour de ton analyse de persona, pareil, je pense faire une vidéo à ce sujet-là, dis-moi en commentaire si ça t'intéresse, mais autour de tes interviews persona, ça vaut complètement le coup de leur poser la question, est-ce qu'il y a des influenceurs qu'ils suivent? Alors, en lien avec leur métier, hein, si tu as un client qui te dit, moi je suis, je ne sais pas, Thibaut InShape ou Squeezie, on n'est pas justement sur du micro-influenceur. Vraiment, l'idée, c'est d'aller identifier sur LinkedIn, Instagram, peut-être TikTok, qui sont vraiment les petits influenceurs qui ont un discours qui matche aussi avec ta marque, avec tes valeurs d'entreprise, et qui puissent vraiment être intéressants pour ton persona, et puis avec qui ça va être intéressant de co-créer quelque chose. J'insiste sur cette co-création. C'est important que c'est pas de la promo pure. Tu vas pas lui dire, bah voilà, je te paye 200 balles pour faire une story. C'est pas très intéressant. L'idée, pour que ce soit ultra performant et que ça augmente ta visibilité et que tu aies potentiellement des clients sur cette promotion-là, sur cette micro-influence, tu vas co-créer quelque chose avec l'influenceur. Ça va être par exemple une série de live, ça pourrait être une série de tutoriels sur YouTube. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut envisager. euh, et voilà, ça peut ne pas coûter finalement, le retour sur investissement, il peut être énorme. On l'a vu, c'est entre 7 et 20% d'engagement par rapport à si tu allais mettre un gros billet sur la table avec un gros influenceur. La relation ne sera pas la même, ce sera beaucoup, beaucoup plus transactionnel et moins d'humain. Et je pense que c'est bien plus performant. Les gens le ressentent sur les réseaux sociaux. Toi-même, je pense que tu préfères un influenceur qui est beaucoup plus humain, beaucoup plus proche de toi quand il te parle. Tu vas beaucoup plus le croire. Cinquième levier, les contenus evergreen. Si tu n'as pas entendu encore parler de ce terme-là, evergreen, ça veut dire qui ne périment pas, qui sont toujours d'actualité. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que tu vas vraiment pouvoir les réutiliser dans la durée et ça va pouvoir continuer à t'amener des prospects qualifiés. Ce que tu vas faire pour créer les meilleurs contenus evergreen pour ton entreprise. D'abord, tu vas faire le point sur tes personas.
Tu vas bien identifier quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs challenges, quels sont leurs besoins. Ça, tu identifies bien tout ça et là, tu vas pouvoir matcher ça avec ce que fait ton entreprise. Et de pouvoir en fait bien identifier à chaque étape du funnel, top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, quelles vont être à chaque étape les... Allez, c'est bien d'avoir par persona 2, 3 gros contenus evergreen en fonction des étapes du funnel. Tu vas bien pouvoir cibler aussi avec, donc, en fonction de l'intention et du niveau de maturité de ton prospect, définir le meilleur angle de ton contenu. Concrètement, quelques exemples. Un que je trouve ultra sous-coté aussi, qui marche très très bien. Sur LinkedIn, par exemple, tu as la fonctionnalité sondage. Ça peut être purement du evergreen et où tu sais que chaque fois que tu l'actives, tu récupères des prospects. Tu vas faire un sondage. Tu vas prendre ce que tu fais avec ta boîte, avec ton produit, ton service. Tu vas faire un sondage. Par exemple, je reprends un exemple de Spendesk parce que c'est là où j'ai pas mal créé du contenu et du coup j'ai pas mal d'exemples. Mais j'avais toute une série de petits sondages qui me permettait d'avoir du lead en direct. Par exemple, Spendesk permettait de gérer les notes de frais. Et donc, j'avais un sondage qui disait « Oh là là, les notes de frais, c'est plutôt super galère, ça va, pas très fun, mais on s'en sort. » Ou « J'ai un super outil, donc c'est hyper facile. » À ton avis, qui sont les prospects hyper intéressants à envoyer à mes commerciaux ? Eh bien, ceux qui disent « Oh non, non, c'est super la galère et bon, c'est moyen. » Donc, je pouvais exporter tous les gens qui m'avaient cliqué sur les 2 premières réponses et les envoyer directement à mes commerciaux pour que eux fassent, on revient au point numéro 1 dans la stratégie Allbound, eux fassent « Oh, dis donc, oh, bah j'ai vu que vous aviez répondu que c'était un peu la galère, bah dites-moi, machin, machin. » Ça, on va dire sur du contenu tofu, ultra efficace. Si on prend du Mofu, par exemple, prenons un livre blanc. Livre blanc, je prends encore Spendesk, qui fonctionnait du feu de Dieu. On avait fait un livre blanc qui s'intitulait Le guide pour optimiser les dépenses professionnelles en entreprise. Mais c'est type pop bizarre que justement c'est exactement ce qu'on fait. Donc ce que ça veut dire, c'est que si tu télécharges un guide pour optimiser les dépenses professionnelles en entreprise, est-ce que ça voudrait pas plutôt dire que en ce moment c'est pas très optimisé et que tu galères? Ah ah. Et donc là tu te retrouves avec 100%, allez, 95%, parce qu'il y a des curieux, 95% des gens qui ont téléchargé ce livre blanc qui ont cette problématique et donc qui sont intéressants à aller chasser. On pourrait envisager d'ailleurs d'avoir ce format-là en format webinar et de le refaire tous les mois, tous les 3 mois. Mais je m'avance un peu, c'est peut-être mon 6e pilier. Et en beau fou, en bottom of the funnel, on peut avoir le témoignage client. Alors là, le témoignage client, ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. C'est comment on va réussir à le rendre le plus efficace possible. Ça, encore une fois, c'est une question à poser à tes personas. Est-ce qu'ils vont plutôt consommer de la vidéo, plutôt de l'écrit Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être envisagées, mais en tout cas, le fait d'avoir un témoignage client, ça, c'est 100% du contenu evergreen. L'astuce, c'est d'avoir un premier... 3 premiers qui sont un peu globaux, et puis ensuite, si tu as plusieurs secteurs d'activité parmi tes clients, essaye d'avoir au moins un témoignage client par secteur d'activité. Une fois que tu as tout ça, tu pourras envisager aussi de te dire j'aimerais bien avoir un témoignage client de mon buyer persona et un témoignage client de mon persona champion. Encore une fois, je ferai une vidéo sur les personas si vous me dites que ça vous intéresse dans les commentaires. Je l'ai dans un coin de tête, c'est pas particulièrement priorisé, donc dites-moi si c'est à prioriser. 6e levier, le repurposing. Oui, sur cette chaîne, on va utiliser plein de franglais, mais tout va bien se passer. J'essaye à chaque fois quand même de trouver des alternatives en français, donc on va appeler ça repurposing. On va appeler ça la réutilisation du contenu. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que on va arrêter de créer tout le temps
des nouveaux contenus. Honnêtement, quand tu auras créé 150 articles, 5 e-books, entre 5 et 10 webinars, et je mets en dehors les témoignages clients, les contenus, on va dire, plus beau-fou. Ça, pareil, tu as un certain nombre, tu pas besoin d'en créer 1 500 000 à chaque fois. Mais en gros, une fois que tu as cette base-là, bah, c'est bon, quoi. Il s'agit de tes articles, tu vas les recycler, tu vas les remettre à jour éventuellement, tu vas voir si tu vas aller dans ton outil SEO et dans ton outil analytique et voir si ils sont lus, cliqués, etc. Pour optimiser tout ça, etc. Mais arrête de créer tout le temps des nouveaux contenus. Ça n'est pas nécessaire. Tu peux complètement envisager de repurposer, de recycler tes contenus. Ce que tu vas pouvoir faire, en fait, c'est de regarder si, par exemple, tu as un e-book, justement, qui marche du feu de Dieu. Il marche hyper bien. Tu as plein de téléchargements. Derrière, ça convertit hyper bien. Les gens qui ont téléchargé, les sales, ils ont recontacté. Ça convertit en démo ou en prise de contact, etc. Enfin, c'est devenu des clients et tu te rends compte que le ROI de ce livre blanc, par exemple, il est malade. Eh ben, réutilise ce livre blanc et fais-en un webinar, fais-en une série d'articles, fais-en une série de posts, fais-en une vidéo sur YouTube. Enfin, il y a plein de choses que tu vas pouvoir refaire pour changer un peu le format, le twister, parce que c'est important de se rendre compte que il y a des personas qui vont bien aimer lire, il y a des personas qui vont bien aimer participer à des lives, il y a des personas qui vont bien aimer écouter des podcasts. Enfin, il faut pouvoir avoir plein de formats différents, comme ça, si ça fonctionne bien sur ce format-là, il y a assez peu de raisons que ça ne fonctionne pas sur les autres formats. Et donc, réadapter ton contenu, recycler, prendre plusieurs articles qui ont pas mal de traction, en faire un e-book, enfin, il y a plein de choses, tu vois. Il y a des gens, je vois sur les réseaux sociaux, qui écrivent plein de posts sur LinkedIn, par exemple, et au bout de 200 ou 300 posts LinkedIn, ils regroupent ça et ils en font un bouquin. Tu vois, c'est ce genre de choses où ils reprennent... Enfin, il n'y a rien de très nouveau. Ou ça pourrait être un créateur YouTube qui fait plein de vidéos et puis qui, au bout d'un moment, se dit, bah, en fait, je vais en faire une formation complétée avec 2-3 exercices et puis ça fait une formation et ça va pouvoir faire de la synchrone. Il y a plein de choses qui peuvent être envisageables sur la réutilisation du contenu et tu n'as pas besoin de créer du nouveau contenu à chaque fois. 80%, ça peut être des contenus optimiser, recycler, réutiliser, reformater, etc. La dernière petite remarque sur ces contenus-là aussi, c'est tu peux aussi te dire qu'à chaque fois que tu crées un contenu premium, donc qu'est-ce que j'entends par un contenu premium? C'est un livre blanc, une vidéo, un podcast. C'est aussi très important dans la distribution de faire du repurposing. En fait, prenons une vidéo YouTube, merveilleuse comme celle-ci, ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être une vidéo courte que je mettrai sur TikTok, Insta et YouTube Short avec un extrait de cette vidéo qui donne envie. Je pourrais aussi faire un carrousel sur LinkedIn et sur Insta avec les 7 leviers que j'ai identifiés et un top learning ou un exemple de ce que j'ai sur ces leviers et qui dit bah, va voir la vidéo complète. C'est aussi sur ça que ça va être important, le repurposing sur la distribution de tes contenus et de vraiment bien l'adapter aux algorithmes et aux bonnes pratiques de chaque plateforme, chaque média que tu vas utiliser. Ok, on en arrive au 7e et dernier levier. Et là, attention, c'est toutes les boîtes. C'est un peu dur. Une grande majorité des entreprises passent à côté de ça. Et pourtant, mamma mia, qu'est-ce que c'est hyper puissant. La stratégie de rétention. Le fait de travailler ta stratégie de rétention, tu vas augmenter ta LTV. LTV, c'est pour Lifetime Value. C'est le montant que va te rapporter un client à partir du moment où il est client. Et évidemment, vu que parfois c'est un petit peu cher d'acquérir un nouveau client, il faut qu'il reste le plus longtemps possible. Et donc travailler ta stratégie de rétention va être extrêmement efficace. C'est tellement efficace qu'un client fidèle rapporte 5 fois plus qu'un nouveau client.
Ça, c'est business.com qui le dit dans une étude. Donc, j'ai même trouvé une stat, il faudra que je remette la source quelque part par là, mais qui dit qu'un client actuel, un client déjà connu, dépense 67% de plus qu'un nouveau client. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il vaut mieux aller faire en sorte que tes clients actuels reachètent tes services, tes produits, upsell sur des nouvelles fonctionnalités, recommandent sur ta plateforme, plutôt que de juste t'acharner à aller faire des réseaux sociaux, faire des events, etc., pour aller chercher des nouveaux clients. Et pourtant, mais je ne comprends pas pourquoi, il y a autant de stratégies d'acquisition de nouveaux leads. Pour te donner un exemple, j'ai 2 cas avec 2 précédents clients où ils m'ont contacté suite à des soucis de « il faut qu'on ait plus de leads, on doit rebosser notre stratégie d'acquisition ». Fine by me, j'arrive, je creuse un petit peu, je fais mon audit classique, et puis je vais faire un tour sur le CRM. Et là, je me rends compte qu'il y a quoi? 7000 le premier et 14 000 le deuxième contacts dans le CRM. Je pense que le souci, sachant que c'était... Évidemment, ces entreprises-là avaient des objectifs de chiffre d'affaires, ce qui a été génial pour eux, c'est que je leur dis, écoutez les gars, le problème c'est que vous me dites qu'il faut aller chercher plus de clients pour faire les 1 million, 1,5 million de CA. Il est là, le CA. Il est déjà dans votre CRM en fait. Donc il va falloir activer ça, faire de la conversion et faire de la rétention de vos clients actuels. Le CA que vous voulez faire d'ici 5 ans, il est là. Et il est d'ici moins que 5 ans, si on active plus sur la conversion et sur la rétention. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? C'est que la rétention, c'est ultra puissant et que potentiellement vos objectifs de CA, ils sont déjà dans votre CRM. Donc, c'est important de mettre du budget, du temps, de l'énergie sur vos stratégies de conversion et de rétention. Alors, rétention, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Ce qui fonctionne assez bien, c'est de créer une communauté VIP avec vos clients. Ça vous permet de les fidéliser. Vous pouvez aussi envisager un programme de parrainage. Dès qu'il recommande un client, on le sait aussi, c'est qu'un client qui a été recommandé par une connaissance, le cycle de vente est beaucoup plus court et il y a plus de chances qu'il reste aussi, que la rétention soit bien meilleure. Vous pouvez mettre en place aussi une newsletter, cette fois dédiée à vos clients. Par exemple, vous êtes un produit SaaS, envoyez une newsletter une fois par mois avec les updates, produits, les prochaines mises à jour, des éléments, qu'est-ce qui a été discuté si vous avez votre communauté VIP, qu'est-ce qui a été discuté récemment dans la communauté. On pourrait envisager aussi qu'une fois par an, vous invitiez tous vos clients à un événement où vous les faites rencontrer votre équipe, vous leur présentez justement la roadmap produit, vous les invitez dans un lieu sympa. Ça, c'est aussi de la rétention, c'est aussi une expérience. Il faut vraiment penser une expérience premium du moment où on rencontre votre marque, votre entreprise, jusqu'au moment où on devient un ambassadeur. Ce qu'on veut, c'est que nos clients soient de réels ambassadeurs parce que ça prouve qu'on fait les choses bien, c'est vraiment ça qui va augmenter la performance, le ROI sur le long terme. Voilà les 7 leviers complètement sous-cotés, qui sont hyper puissants, qui ont un ROI absolument dingo pour un budget pas si élevé, que j'ai découvert au fur et à mesure et qui aujourd'hui font toute la différence quand je l'installe chez des clients. Si tu veux creuser un ou plusieurs de ces leviers-là, l'adapter particulièrement à ton contexte, à tes ambitions, à tes objectifs, tu peux réserver une session one-one avec moi. Tu as le lien dans la description, le lien dans ma bio, tout est là. Sinon, tu peux aussi, évidemment, t'abonner, c'est une excellente idée, à cette chaîne pour être sûr de ne pas louper. Je vais définitivement faire une vidéo sur chacun de ces piliers-là dans les prochains mois, donc comme ça tu es sûr de ne pas les louper. Et si tu veux continuer ta veille pour augmenter ta performance marketing, je te conseille de regarder cette vidéo. Et n'oublie pas de jeter un œil aussi à toutes les ressources que je t'ai partagées gratuitement en description. On se retrouve très vite. Ciao ciao.